Les Anneaux de la mémoire, une histoire des esclavages. Et nous avons le plaisir de retrouver Bernard Michon, historien maître de conférences à l'Université de Nantes, spécialiste de la traite négrière. Bonjour Bernard. Bonjour Barbara. Alors cette semaine, on reste sur la Loire et on va suivre les marchandises coloniales. Non seulement les marchandises, mais aussi ce qu'elles symbolisent, les marchandises coloniales. Alors on le disait lors de notre dernière émission, les navires reviennent des Antilles chargés de sucre, de tabac, d'indigo et de cacao, qui sont les marchandises principales. Elles arrivent dans le port. Qu'en fait-on ? Est-ce que vous pouvez nous décrire leur circuit depuis le bateau jusqu'aux étals des épiciers ? La première chose à dire, c'est que de nombreuses productions agricoles, qui arrivent des colonies, arrivent dans un état brut, c'est-à-dire non transformé. Cela s'explique par le système colonial qui est mis en place, qui cherche à éviter tout développement concurrentiel des colonies par rapport à la métropole. Si on prend l'exemple le plus connu, c'est celui du sucre, ce n'est pas un sucre prêt à la consommation qui arrive dans les ports comme celui de Nantes. Il s'agit simplement de sucre brut ou de ce qu'on appelle également le sucre terré. Et ce sucre-là, qui arrive en barrique, doit être transformé, doit être raffiné pour pouvoir être ensuite consommé par les populations. Ce que vous nous dites en fait, c'est que les colonies ont le monopole de la récolte, mais que la métropole garde le monopole de la transformation et de la diffusion, c'est ça ? Alors, ces marchandises coloniales sont produites aux colonies tout simplement parce que le climat le permet. Donc, ce sont des marchandises comme la canne à sucre, comme le cacao, qui vont être cultivées parce que le climat des colonies le permet. Et ensuite expédiées vers la métropole. Donc on a bien un rapport de domination, de soumission de la colonie par rapport à sa métropole. Et les transformations des produits s'effectuent au sein de la métropole. Donc avant d'arriver sur les étals des épiciers, il y a toute une transformation pour rendre les produits consommables en fait. Alors par exemple, est-ce que on revient sur le sucre, vous pouvez nous décrire le fonctionnement d'une raffinerie de sucre où le circuit du sucre, il arrive en barrique terrée et ensuite où va-t-il ? Il faut insister sur la complexité du raffinage sucrier. C'est une technique particulière qui est importée d'Europe du Nord. Ce sont les Hollandais, des personnalités originaires des Provinces-Unies qui maîtrisent cet art du raffinage sucrier et qui vont diffuser ces techniques. On a une circulation des techniques. Et ce sont des raffineurs hollandais qui s'installent dans la vallée de la Loire, donc à Nantes, mais également vers l'intérieur, qui, au milieu du XVIIe siècle, vont diffuser cet art du raffinage sucrier avec une préoccupation majeure, c'est de fournir le sucre, les pains de sucre les plus blancs possibles. Quels étaient les grands centres de raffinerie du sucre ? Est-ce que celles-ci étaient proches des ports, des grands ports, ou est-ce qu'il y en avait dans tout le royaume ? Si l'on se place au XVIIe siècle, on voit par exemple que Nantes, à la fin du XVIIe siècle, est un centre important de raffinage sucrier. Simplement, Nantes va être pénalisée par sa situation à l'extérieur de la douane des 5 grosses fermes. C'est-à-dire que le sucre qui est raffiné à Nantes va subir dans son transport vers l'intérieur du royaume une taxe très importante et donc du coup le sucre nantais n'est pas compétitif. Et si l'on se place à l'échelle de la vallée de la Loire, ce sont plutôt les villes de l'intérieur qui vont s'imposer comme les grands centres du raffinage sucrier. Si je reprends des chiffres qui sont issus de la thèse de Maud Villeray, thèse soutenue à l'université de Nantes sous la direction de Natacha Coquery, Maud explique dans sa thèse qu'il y a à peu près dans le royaume 80 raffineries au milieu du XVIIIe siècle, dont 20 le long de la Loire, donc un quart. 7 se situent à Nantes, 3 à Angers et 11 à Orléans. Orléans s'impose comme le plus grand centre de raffinage sucrier du royaume et il le reste jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, puisque les Orléanais produisent à la fin du XVIIIe siècle
la moitié du sucre raffiné du royaume. Tout simplement parce que Orléans se situe à proximité de Paris, qui est vraiment le grand centre de consommation de sucre. Come again, I didn't catch what you said, come again. I didn't like what you meant, I think I'm burning a subtle aversion to you. Someone must be looking after me, making it so very easy to forget about you. Walk right past, look right through, and I feel a thing. Well, I suppose it gotta happen when someone's just too cool. And I know all the tricks around the block, you wanna leave them there, you don't get a second to cook. Yeah, now don't you be warming up, leave the message as short and sweet, asking if I like to meet. Just like the first time, I got that golden dream and didn't get you out of my head, but I remember, oh so clear, well there's good reason that you're not here. Ooh, 'cause I'm over it, yeah, feeling remarkably fine. I'm over it, yeah, feeling remarkably fine. I'm over it, yeah, feeling so fine. I'm over it, yeah, feeling remarkably, feeling so fine. Ooh, boy, you gotta be joking. Do you think I'm mad that I would ever contemplate ever coming back to hear it all again? And what you want, your whims, your eyes never convinced me that you could be my man. So remember, don't be getting close over here. I'll help you with your coat. I see the glimmer, I see the hope, I see your pride. Let me introduce you to mine. 'Cause I'm over it, yeah, feeling remarkably fine. I'm over it, yeah, feeling remarkably fine. I'm over it, oh, feeling, I'm over it, yeah, feeling remarkably, feeling so fine. Vous écoutez Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Alors Bernard Michon, vous nous disiez juste avant que c'était vers la capitale que le sucre allait, qu'il était consommé. Et en préparant l'émission, j'ai repensé à ces tableaux de nobles qui se mettent en scène avec les produits coloniaux, notamment avec le sucre, avec le café ou le chocolat. Alors la cuisine, elle est toujours en quelque sorte un relief de sa réussite ou de sa façon de vivre. Et donc, est-ce que le sucre au XVIIIe et le chocolat étaient réservés à la classe des nobles ? En effet, de nombreux tableaux, on en a tous en tête, que l'on peut par exemple admirer au château des Ducs de Bretagne, au musée de l'histoire de Nantes. On pense par exemple aux deux tableaux qui nous montrent les époux d'Hersbruck. Il est de bon ton pour l'élite de la société de se faire représenter, et en plus de surcroît pour les négociants armateurs, avec les produits, et ces produits coloniaux qui symbolisent leur réussite. Ce qu'il faut noter, c'est que dans le courant du XVIIIe siècle, le sucre se démocratise. Alors, se démocratise, on s'entend. Il n'est pas consommé massivement dans les campagnes, mais on voit que son prix baisse de manière assez significative dans le cours du XVIIIe siècle et que le sucre est de plus en plus consommé par des catégories de population qui n'appartiennent pas uniquement à l'élite sociale. C'est-à-dire que ça se diffuse et ça descend l'échelle de la société d'Ancien Régime. Donc la consommation commence à changer au niveau des Français. Elle change par le boire sucré et la mode des desserts. Est-ce qu'on a des parallèles avec d'autres pays d'Europe à cette époque au niveau de la consommation notamment de sucre ou justement d'intégration dans la consommation
au niveau peut-être des royaumes du Portugal ou de l'Angleterre ? En Angleterre, on voit une consommation de sucre beaucoup plus forte qu'en France. Mais le royaume est moins peuplé. Les Anglais consomment en moyenne plus de sucre que les Français, mais les Français sont plus nombreux. Donc tout dépend de quel côté on se place. Certes, les Français consomment moins, mais comme ils sont beaucoup plus nombreux que les Anglais, ils doivent être évidemment ravitaillés en marchandises. Et quel est l'impact sur l'économie du royaume de cette nouvelle forme de consommation et de ces nouveaux produits ? Cet impact a pu être évalué. Encore une fois, je m'appuie sur les travaux de Maud Villeray. On voit se développer une industrie finalement en lien avec le raffinage sucrier, mais industrie dont il ne faut pas surestimer l'impact sur l'économie du royaume, dans la mesure où le raffinage sucrier ne soutient absolument pas la comparaison avec, par exemple, la proto-industrie, puis l'industrie textile qui se met en place au XVIIIe siècle. Est-ce que toute cette nouvelle économie s'exporte, en Europe notamment ? Alors, on a des exportations de marchandises coloniales vers le nord de l'Europe, qui est vraiment le grand centre de consommation. Les ports entrepôts du nord de l'Europe, Amsterdam, Rotterdam, Hambourg, sont les ports qui permettent d'irriguer, d'entrer vers l'intérieur du continent européen. Et une bonne part des marchandises coloniales sont ensuite réexportées. Bordeaux est très en lien avec l'Europe du Nord, comme les travaux de l'historien Paul Butel l'ont bien montré. Il y a évidemment une réexportation qui s'effectue depuis d'autres ports, Nantes dans une moindre mesure, mais une partie des marchandises coloniales apportées à Nantes sont ensuite réexpédiées vers le nord du continent essentiellement. On arrive donc dans une nouvelle ère de consommation. Tout à fait, avec une circulation accrue de marchandises et un développement de nouveaux modes de consommation. Merci Bernard Michon. Donc de nouveaux modes de consommation, nouveau système économique international. Alors, la semaine prochaine, justement, on part à Saint-Domingue, l'actuel Haïti, qui fut l'île la plus importante de l'espace colonial français, l'île de l'or blanc. L'excellente fin de journée à tous. Merci aux auditeurs qui nous écoutent. C'était Les Anneaux de la Mémoire, une histoire des esclavages. Cette émission vous a été présentée par Barbara Chiron de l'association Les Anneaux de la Mémoire, avec à la technique José Pasquale.